Bonjour à tous et à toutes, je suis Elisa Yafchitz, la directrice générale des canaux et nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle conférence digitale. Alors un petit mot sur les canaux. Les canaux soutiennent les acteurs économiques engagés pour la planète et la solidarité, en les formant, en les accompagnant et en les connectant avec des futurs partenaires et des clients. Alors, le thème de la conférence ce soir est recyclage. L'économie circulaire est-elle l'alibi du jetable? Et donc, nous vous proposons un échange entre Flore Berlingen, qui est autrice, ici présente, et Jean Ornin, directeur général de Citeo. Alors, à vous, tout d'abord, Jean. Vous avez été directeur général du Parisien, de l'équipe. Vous avez travaillé dans des grands groupes. Vous avez fait carrière dans la finance et vous avez été aussi sportif de haut niveau. Et aujourd'hui, vous vous êtes plongé dans l'univers des déchets en devenant le directeur général de Citeo depuis 2019. Pouvez-vous nous expliquer Citeo, qu'est-ce que c'est? Oui, bien sûr. Bonsoir Elisa, bonsoir à tous. Alors, je suis directeur général de Citeo depuis 2016 exactement. Effectivement, après un parcours dans les médias. Donc, Citeo, c'est une entreprise à but non lucratif qui a été créée en 1992 sous le nom Eco-Emballage. Elle a eu sa petite sœur après qui s'est appelée Ecofolio. C'est deux entreprises qui ont fusionné en 2017 pour la création de Citeo. Et Citeo est une entreprise dont la mission est d'exercer ce qu'on appelle la responsabilité élargie du producteur. C'était une grande innovation de l'époque. Dans le domaine des emballages ménagers, on a dit aux personnes, aux entreprises qui produisaient des produits avec un emballage, qu'ils devaient prendre la responsabilité de la fin de vie de l'emballage. Voilà, c'était une grande innovation de l'époque. Et du coup, les entreprises se sont regroupées pour créer à l'époque Eco-Emballage et aujourd'hui Citeo. Et en fait, pour exercer donc cette responsabilité, il y a aujourd'hui toutes les entreprises qui mettent des produits sur le marché et qui ont un emballage ou du papier graphique. Il y en a 30 000, c'est les 30 000 personnes qui contribuent aujourd'hui au système et qui, à chaque fois qu'elles vendent un produit emballé, payent une contribution qui est fonction du matériau. Donc, ça peut être du verre, du carton, de l'acier, de l'aluminium, du plastique ou du papier. Cette contribution a les fonctions du poids, de la complexité de l'emballage, de sa recyclabilité, je pourrais y revenir après, avec un système qui s'appelle les éco-modulations. Et donc, de façon à ce qu'avec cet argent qui fait 800 millions d'euros chaque année, à peu près un peu plus de 10 milliards d'euros sur les 25 dernières années, on puisse développer trois choses pour l'essentiel. Le premier s'appelle l'éco-conception. Donc, ce sont des programmes d'éco-conception qui aident les entreprises à réduire ou à améliorer la recyclabilité de leurs emballages. Donc, c'est des programmes de recherche et développement qui sont poussés sur tous les matériaux. Le deuxième objet, c'est la communication avec le grand public pour dire aux gens, si vous avez un emballage, s'il vous plaît, mettez-le dans le bac de tri. Et pas dans une poubelle ordinaire et surtout pas bien évidemment dans la rue ou dans la nature. Donc, et on a des programmes aussi de soutien à la maternelle, à la primaire, qui s'appelle l'éco-citoyenneté. Et puis la troisième action de Citeo, c'est on a passé un accord avec les collectivités territoriales en France. Donc on a 900 contrats avec les communautés de communes ou communautés d'agglomération. Parce que ce sont elles qui gèrent les déchets et donc on les paye pour qu'elles installent des bacs de tri dans la rue, chez les gens, qu'elles passent des contrats avec des opérateurs que sont Veolia, Suez, etc. pour que les emballages et les papiers soient triés pour qu'on puisse repartir dans une boucle de recyclage. Et au global, en France, la performance aujourd'hui, c'est que 70% des emballages ménagers sont effectivement recyclés et un peu moins de 60% des papiers graphiques qui sont recyclés. Voilà. Et donc, c'est une responsabilité portée par les entreprises qui mettent sur le marché et qui financent l'essentiel de ce qu'on a aujourd'hui qui s'appelle le bac jaune, enfin, qui n'est pas toujours jaune, mais la plupart du temps. Et voilà, les rois du bac jaune. Alors, vous, Flore Berlingen, vous êtes une militante écologiste, l'une des fondatrices de WeShare, et vous étiez jusqu'à peu directrice de Zero Waste France.
Et vous venez de sortir chez La Rue de l'Échiquier un livre qui s'appelle « Recyclage, le grand enfumage » que je montre là, voilà. Alors, tout d'abord, un grand bravo pour ce livre parce qu'il est très didactique. On y apprend vraiment plein de choses. Il est bien écrit et il se lit comme un roman. La première question que j'aimerais vous poser, c'est pourquoi avez-vous souhaité écrire ce livre? Il n'y avait pas assez d'informations? Bonsoir Elisa et bonsoir à tous. Alors pourquoi avoir écrit ce livre? Alors ce livre, c'est vrai que le point de départ, c'est ce travail au sein de Zero Waste France pendant des années avec mes collègues et le constat que malgré la hiérarchie de traitement des déchets, qui est un principe inscrit dans la loi et qui veut que l'on priorise la réduction des déchets, qu'on fasse ça avant toute chose et avant le recyclage, et bien malgré ce principe-là, la priorité n'est pas toujours donnée au fait d'éviter le déchet, mais plutôt à essayer de mieux le gérer. Donc, ce constat, on l'a fait dans le cadre de notre activité de terrain, de notre activité aussi de plaidoyer auprès des acteurs publics et des collectivités locales. Et on l'a fait en observant aussi les stratégies de certains groupes qui de plus en plus, il nous a semblé, en tout cas ces 2 dernières années particulièrement, utiliser l'argument du recyclage également pour justifier finalement le fait de continuer dans un système qui est fondé sur le jetable, sur le produit à usage unique. Et donc finalement, le point de départ de ce livre, c'est pas tellement de poser la question de savoir si le recyclage est bon ou mauvais. La question, c'est plutôt de savoir quel recyclage on veut et surtout qu'est-ce qu'on cherche à recycler. Parce que si on cherche, j'allais dire désespérément, parce qu'il y a aussi ce problème que le recyclage n'est pas toujours possible, mais si on cherche désespérément à essayer de recycler des produits dont la durée de vie est extrêmement courte, soit parce qu'ils sont à usage unique, soit parce que voilà, du fait de stratégies d'obsolescence programmée ou du fait d'une qualité pas suffisamment importante, et ben leur durée de vie est limitée. Si pour ces objets-là, eh bien la priorité absolue, ça devrait être la réduction et le fait d'allonger la durée de vie. Et en fait, voilà, moi je considère qu'il faudrait qu'on mette l'ensemble de nos efforts, tous nos efforts sur cette priorité-là. Et que malheureusement, le recyclage peut, alors sciemment ou pas, mais l'argument du recyclage peut, dans certains cas, nous faire perdre du temps parce que, voilà, il est utilisé pour éviter de s'attaquer à la source du problème. Voilà, donc ça se passe au travers de stratégies de lobbying, de stratégies de greenwashing également, et c'est ce que je décris dans le livre. Voilà. Alors, Jean Ornin, je me retourne vers vous. Qu'est-ce que vous répondez à Flore finalement? Elle dit, en grosso modo, le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas. Et puis, il faut sortir de la société du jetable. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans une société qui justement, a tendance à faire augmenter le jetable? Où est-ce qu'on en est du jetable? Je pense que de toute façon, le fait de s'interroger sur nos modes de consommation et de production est toujours salutaire dans une société. Après, le recyclage, c'est tout sauf de l'enfumage. Enfin, je veux dire, il y a un moment où il faut considérer qu'on a créé, et je l'ai dit tout à l'heure, les entreprises ont financé plus de 10 milliards d'euros pour créer des filières de recyclage. Je dis, on a démarré avec le verre, il y a le carton, il y a l'acier, l'aluminium, le plastique pour un certain nombre de sujets, mais en fait, tout ça a été créé par les entreprises, les collectivités locales qui se sont investies, qui ont mis en place des bacs jaunes, les citoyens, pour le coup, qui se sont mis à trier, et donc un mouvement des filières de recyclage qui ont été créées, des responsabilités qui ont fait des petits partout en Europe, et donc honnêtement, si on dit aujourd'hui que ça, c'est de l'enfumage, je dis mais non, ce n'est pas de l'enfumage. Et si on peut en discuter et le critiquer aujourd'hui, parce que c'est critiquable toujours, c'est parce que ça a été fait, c'est créé. Et du coup, il faut faire attention parce que il ne faut pas que les gens perdent confiance dans le geste de tri, dans ce petit geste, parce que sinon, si on leur dit finalement ça sert à rien, c'est de l'enfumage, ils vont perdre confiance. Et ça, pour la planète, là je dis pour la planète, ce serait vraiment grave. Maintenant, la question c'est, est-ce que la réduction fait partie, en tout cas, de la stratégie de Citeo? La réponse est oui.
D'ailleurs, je vais vous dire, moi, je ne défends pas les producteurs d'emballage. Moins il y a d'emballage, moins les entreprises payent, et plus ils sont recyclables, moins ils payent également. Et du coup, l'incitation à la réduction est une réalité. Si vous prenez, je ne sais pas, une bouteille ou n'importe quel objet aujourd'hui, il a perdu déjà 40% de son poids dans les 10 dernières années. On arrive aujourd'hui à réduire à la source les emballages. Après, s'il n'y a pas d'emballage, en fait, les entreprises elles-mêmes, dès lors qu'elles peuvent mettre le produit à disposition du consommateur dans des conditions sanitaires, de transport qui sont sécurisées, ben, je veux dire, youpi, elles évitent un coût. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que quelqu'un ne va pas emballer pour le plaisir d'emballer. Enfin, c'est-à-dire, c'est bien pour transporter, pour protéger, et les conditions sanitaires sont ce qu'elles sont. Donc moi, je partage l'objectif de réduction. Et d'ailleurs, et mon boulot à moi, c'est pas uniquement le recyclage, c'est la réduction de l'impact environnemental des emballages et des papiers. Et dans réduction, il y a réduction matière, il y a réemploi, on en parlera peut-être tout à l'heure. Il y a substitution matériaux si jamais on a des solutions qui sont plus le plastique, mais d'autres solutions. Et il y a le recyclage qu'il ne faut pas surtout pas abandonner parce que ça fait partie des solutions et on ne pourra pas tout passer au vrac, on ne pourra pas tout passer au réemploi. Et c'est vraiment la complémentarité de ces solutions-là qui est intéressante. Et je sais que c'est un peu complexe. C'est plus simple de dire c'est pas bien, c'est de l'enfumage, il faudrait faire totalement autre chose. Mais en fait, la réalité, je pense que les citoyens sont capables d'appréhender une réalité qui est complexe. C'est selon les modes de consommation, selon les distances, en fonction des situations, il y a des réponses. Et les réponses, effectivement, peuvent être extrêmement différentes. Alors, peut-être des chiffres quand même. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire justement, y a-t-il plus ou moins de déchets quelle est la tendance? Est-ce qu'on réduit vraiment les déchets? Non, en fait, la tendance, si je prends les emballages plastiques dont il est question, en fait, en kilos par an et par habitant, c'est constant. En fait, on a parce que nous, on observe tout ce qui est mis sur le marché et c'est à peu près 1 million de tonnes d'emballages plastiques qui sont mis sur le marché. Donc, ça reste à peu près constant, quoi. Alors après, le plastique en général, parce que là, j'ai parlé de l'emballage ménager, mais ce qui est vrai, c'est que la production de plastique en général en Europe et dans le monde continue de grimper, puisque finalement, il a un usage. Je veux dire, on en met dans les voitures, dans les avions, dans les bâtiments. Et donc, en fait, le sujet, il y a le sujet de l'emballage et celui-ci, en tonnes, il pèse relativement peu, mais il est très visible et il peut avoir un impact. Le sujet du plastique, c'est son impact sur la pollution. Mais du coup, en revanche, l'augmentation de la production de plastique en Europe et dans le monde est une réalité pour un grand nombre d'usages. Alors, Flore, je vois que vous vouliez réagir. Donc, vous y allez fort dans votre livre. Le recyclage est un mirage dangereux. On instrumentalise l'économie circulaire. Le recyclage est même contre-productif. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire par là? Il ne faut pas recycler? Il ne faut plus recycler? Alors évidemment, le livre ne se résume pas à ces punchlines et d'ailleurs ces punchlines, elles sont un peu plus longues que la citation que vous en faites. Alors, j'ai beaucoup de sujets sur lesquels je souhaiterais rebondir. Peut-être sur la question des chiffres quand même. Tout simplement, notre consommation de ressources, elle a explosé, enfin elle continue en fait d'augmenter. Elle a explosé sur la deuxième moitié du XXe siècle et depuis les années 70, elle a été multipliée par 3. Donc, alors là, je rejoins Jean-Ornin sur le fait que ce n'est pas juste un problème d'emballage, que voilà, la surconsommation aujourd'hui n'est pas seulement liée aux emballages jetables. Et d'ailleurs, du coup, le livre ne prend pas ce focus-là, même si beaucoup d'exemples sont liés aux emballages, parce que c'est aussi une filière qui est mieux connue. Alors, sur le terme enfumage et sur la critique, le fait de effectivement mettre les pieds dans le plat et oser une critique du recyclage, je l'assume. Alors, le terme enfumage, il qualifie pas le recyclage en tant que tel, mais l'instrumentalisation qui est faite du recyclage. C'est-à-dire qu'il y a enfumage dans le sens où le recyclage est utilisé comme un écran de fumée et comme un alibi pour le jetable. Donc, c'est dans ce sens-là et je pense que
lorsqu'on lit le livre, on le comprend bien. Ensuite, justement, oser la critique du recyclage, c'est sortir d'un discours qui serait trop simplificateur pour aller vers de la complexité. Donc là-dessus, je rebondis dans l'autre sens parce que moi, je pense qu'au contraire, ces dernières années, le discours a été beaucoup trop simplificateur et orienté uniquement sur le geste de tri, le geste de tri, le geste de tri, ce qui est important, j'en conviens, mais en ne présentant le recyclage que sous ses aspects positifs et en évitant justement d'aller vers cette complexité qui consiste à dire que le recyclage ne suffit pas, malheureusement, qu'il faut aussi réduire, il faut en priorité réduire et réutiliser, réemployer, etc. On a loupé quelque chose. Parce que je pense que cette complexité, elle est nécessaire pour justement éviter ensuite des dérives qui peuvent être celles des entreprises par une forme d'instrumentalisation et de greenwashing, d'une part, mais aussi des dérives dans nos comportements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des études qui ont été faites auprès de consommateurs, enfin de citoyens, qui montrent que le fait de savoir qu'il y a une possibilité de recyclage nous incite à consommer plus d'un produit qui nous est mis à disposition à volonté. Donc, c'est des études comportementales qui ont illustré ce fait et que les chercheurs expliquent par le fait justement que le discours étant 100% positif sur le recyclage, sans en pointer les limites, eh bien, ça peut susciter cette dérive. Et enfin, sur le fait qu'on n'emballe pas pour le plaisir, pour revenir un peu à la question des emballages, on n'emballe pas pour le plaisir et l'emballage est un coût, certes, mais aujourd'hui, on emballe parce que le système de distribution et le système de production alimentaire et non alimentaire et le système de distribution a été très largement mondialisé. Et que les produits étant amenés à parcourir des milliers de kilomètres ou des dizaines de milliers de kilomètres, à subir des temps de stockage et des phases de stockage et de transport, etc., multiples, le jetable s'est rendu indispensable. Mais donc, c'est l'ensemble de l'organisation de ce système qu'il faut questionner, qu'il faut remettre en question. Et bon, tout ça a quand même été fait pour réduire les coûts. Je veux dire, je conçois bien qu'un producteur, s'il peut réduire son coût d'emballage, s'il peut réduire ses emballages, donc réduire ses coûts, il est peut-être content, mais cette logique de distribution, elle s'est construite quand même dans une logique de réduction des coûts qui n'était pas compatible avec l'intérêt environnemental. Jean, Oui. peut-être du coup, le recyclage, c'est possible de recycler à l'infini c'est une question qui remonte beaucoup. Oui, peut-être juste un point là sur laquelle je vais rejoindre Fleur Berlingen, parce qu'on a pas mal de points sur lesquels on est d'accord, c'est que le recyclage ne suffit pas. En fait, moi, ce que je dis, c'est attention surtout. Maintenant, le recyclage, n'oublions pas qu'il y a 30 ans, on avait des décharges à ciel ouvert, qu'on a créé le geste de tri. Enfin, tout ça a été construit et ce sont des fondations solides. Et d'autres pays l'ont adopté. On est en train d'ailleurs d'adopter ce principe de responsabilité élargie du producteur dans d'autres secteurs. Donc, il ne faut pas lâcher. Après qu'ils ne suffisent pas, ou en tout cas qu'ils doivent être effectivement, on sait que le sujet de la réduction et du réemploi sont des sujets qui sont effectivement importants. Je suis d'accord. Après, que d'une façon générale, on est globalement dans le monde, enfin, je veux dire, on importe et on exporte des produits et donc ça a mis une pression sur l'emballage. De la même façon, je vous dis aussi que la vente à distance, ou tout ce qu'on voit, enfin, moi j'ai des enfants, je suis obligé de leur dire, si tu veux acheter un livre, tu descends à la librairie parce que le réflexe parfois de notre société, c'est aussi de commander à distance et puis de se faire livrer. Bon, voilà, après, ce sont des choix de société. Et derrière, du coup, il faut que ces produits soient emballés, parce que s'il n'y a pas d'emballage, en fait, on peut pas délivrer la qualité. Après, est-ce que le recyclage se fait à l'infini? Alors, la vie éternelle n'est pas tout à fait… je vais dire non, parce qu'il y a quel que soit le matériau, il y a une déperdition de matière dans le process du recyclage, que ce soit pour le verre, pour le carton, pour l'acier, pour l'aluminium et pour les plastiques. Néanmoins, ça reste, même s'il y a de la déperdition en matière, ça reste une réutilisation de la matière, une revalorisation de la matière pour aller vers d'autres applications. Donc, ce qui fait qu'avec
des bouteilles, pour prendre l'exemple de la bouteille, on peut refaire de la bouteille, on refait aussi des isolants pour les matériaux de construction. Avec des barquettes, on fait des applications pour les voitures, avec les films, on fait des tuyaux. Voilà. Et donc, en fait, on arrive à recycler la matière. Après, il y a des nouvelles technologies qui sont en train d'arriver de recyclage qu'on appelle par dépolymérisation des plastiques et qui nous permettent d'espérer d'avoir des cycles de plus en plus longs de la matière et quasiment d'avoir effectivement cette vie éternelle qu'on cherche, hein, c'est-à-dire une boucle totalement à 100%. Flore, sur justement sur le caractère infini ou pas du recyclage. Alors, moi, je répondrais assez nettement que non, le recyclage ne se fait pas à l'infini et que même, on est très, 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 très loin de l'infini. Il faut peut-être garder à l'esprit que le recyclage, il implique une destruction du produit. Donc derrière, une refabrication, une reproduction du même produit. Donc, c'est une deuxième dimension, hein. Non seulement le recyclage ne se fait pas à l'infini parce qu'on a une perte en qualité qui peut être parfois très importante. Et donc, en réalité, le recyclage est plutôt du décyclage, sous-cyclage ou downcycling en anglais, dans la plupart des cas. Et donc, par ailleurs, le recyclage implique une destruction et une refabrication qui ont eux-mêmes aussi des coûts environnementaux, énergétiques notamment, mais aussi en termes de consommation d'eau, etc., qui font que le bilan environnemental est quand même alourdi par cette phase de destruction et de refabrication. Donc, le principe de base, ce serait du réemploi et de la réutilisation, c'est le fait de se dire qu'avant de détruire l'objet pour en récupérer la matière, il faut lui assurer un nombre d'utilisations le plus important possible, parce que c'est comme ça qu'on rentabilise, entre guillemets, l'investissement environnemental qui est fait. Donc, le réemploi, la consigne. Alors, pour ce qui est des emballages, effectivement, le réemploi, ça peut passer par la consigne, c'est une modalité. Donc, la consigne, c'est quand on rapporte sa bouteille, son bocal et qu'on récupère le montant de la consigne. Après, il y a d'autres dispositifs de retour comme ça des emballages, même sans consigne. En tout cas, le réemploi des emballages, c'est effectivement une très bonne piste de travail qui va pouvoir s'appliquer pour une partie des produits alimentaires, en tout cas, et qui doit s'envisager à l'échelle locale. Donc, c'est pour ça que je réinsiste sur le fait que ce questionnement sur les consommations de matière, de ressources, ce questionnement sur les emballages, il va de pair avec un questionnement sur la relocalisation de nos circuits alimentaires. Voilà. Et évidemment, parmi les autres options aussi à notre disposition, il y a augmenter la part de vente en vrac, etc. Je peux juste rebondir sur le bilan environnemental du recyclage. Il est positif. C'est-à-dire que là, quand on recycle 3,5 millions de tonnes d'emballage aujourd'hui, on économise 1,6 million de tonnes de CO2. Donc, en fait, l'impact du recyclage est positif. Je veux dire, c'est… Par rapport à la matière vierge, mais pas par rapport à la… oui, bien ça sûr. dépend quel Par rapport point à… qu'on prend comme S'il n'y a pas le point de d'emballage, référence, en fait. il n'y a pas d'impact. En revanche, le recyclage a bien un impact positif. Et après, dans ce que vous dites, dans ce qu'on appelle le downcycling, etc., avec les bouteilles de verre, on refait des bouteilles de verre. Avec le carton que vous mettez dans le bac de tri, on refait des cartons. Si vous avez un carton de livraison chez vous, pour l'essentiel, c'est de la matière recyclée. L'acier, ça va plutôt dans les applications, on va dire acier-aluminium, dans les applications de véhicules. Et le plastique, voilà, c'est celui, il y a plein de résines plastiques. Certaines vont dans les applications d'emballage alimentaire et d'autres, je l'ai dit tout à l'heure, vont dans la construction. Moi, je ne dis pas que, en fait, je décris pas un monde idéal ou hyper, enfin, je veux dire, je dis, ces choses-là ont été construites, elles continuent de progresser, la technologie est en train d'évoluer, les comportements sont en train d'évoluer, et donc c'est bien ce mariage. Après, effectivement, le fait de recréer des boucles locales, de dire finalement sur nos modes de consommation, on a besoin, et ça franchement, de recréer de la localité,
donc du coup des solutions de réemploi. Nous, on soutient beaucoup d'expériences de réemploi. J'étais la semaine dernière à Rennes, effectivement, parce que ben voilà, il y a un groupement de magasins, ils font appel à des producteurs locaux, leurs produits, ils les distribuent en l'occurrence dans des bocaux en verre. On soutient une laveuse, enfin une expérience de laveuse avec de l'économie sociale et solidaire, et du coup c'est une boucle locale dans laquelle on ne fait pas faire à l'emballage des centaines de kilomètres. Sinon, si on devait faire des centaines de kilomètres à des bocaux en verre, en fait, l'impact environnemental pour le coup du réemploi serait négatif. Donc, en fait, c'est cette notion-là qui est assez décrite d'ailleurs par l'ADEME, hein, qui est l'agence publique, que finalement, on voit bien qu'il y a des contextes dans lesquels le réemploi est une excellente solution et il y a des contextes dans lesquels il est moins bon. Donc voilà, il faut arriver à marier ces deux choses-là, mais après relocaliser nos productions alimentaires, relocaliser les boucles, quels que soient les produits, la réponse est bien évidemment, je pense que tout le monde en tout cas essaye aujourd'hui d'aller dans ce sens-là. Alors, il y a énormément de questions hein, sur le web. Donc, moi, j'avais prévu de vous proposer chacun, parce que j'imagine, vous, Jean, vous avez lu le livre, bien sûr, de Flore. Et Flore, vous avez peut-être aussi une question à poser à Jean. Donc, avant les questions des auditeurs, est-ce que vous avez une question à poser l'un l'autre? Je ne sais pas si on prend plus de temps, enfin, ça peut être pas mal d'avoir les questions des auditeurs directement. Après, moi, je peux trouver une petite question, hein, bien Bon, sûr. alors, Enfin, peut-être juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit à l'instant, parce que donc Citeo actuellement finance un certain nombre de dispositifs de réemploi. Est-ce que Citeo ira même au-delà des objectifs fixés par la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire, en termes de financement du réemploi, par exemple? En fait, nous, j'ai dit tout à l'heure, notre objectif, au-delà du cadre réglementaire, c'est d'aider les entreprises à réduire l'impact environnemental des emballages et des papiers, et globalement de la consommation quotidienne. Les entreprises qui sont en contact des citoyens et des consommateurs prennent ce mouvement-là. Et du coup, si ça a du sens et on voit que l'impact environnemental et l'économie est une chose qui rend cette chose faisable, bien évidemment qu'on ira au-delà. Moi, ce que je dis, c'est que on va bien avoir une juxtaposition de solutions et c'est bien ce mix-là qui va nous permettre de réussir. Donc après, les obligations légales, elles sont là pour fixer on va dire, des objectifs. Maintenant, après, si on pense tous que ça a du sens, et en particulier du sens pour la planète, et qu'on peut le faire dans des conditions économiques convenables, d'aller vers encore plus de réemploi, je ne vois pas pourquoi les entreprises n'iraient pas. Vous savez, vous les connaissez, elles sont adaptables. Elles sont capables de bouger extrêmement rapidement. On l'a même vu pendant le Covid, hein, pour nourrir les Français. Et donc, voilà ma réponse. alors, Jean, est-ce que vous avez une question à poser à Flore? À Flore, oui, c'est qu'est-ce qu'elle ferait demain concrètement, en disant finalement, si on doit lâcher le recyclage, est-ce que finalement le mode, ça va être le réemploi ou le vrac sur l'ensemble du territoire français? Il me semble pas avoir dit qu'il fallait lâcher le recyclage, exactement. Non, par contre, moi concrètement, là où je pense qu'il faut re-questionner, notamment les lignes de financement, c'est dans la recherche et développement sur des procédés de recyclage qui aujourd'hui concernent des matières, dont l'intérêt vraiment social et environnemental me semble extrêmement limité, s'agissant de fabriquer des emballages à usage unique ou des produits à usage unique. Donc ça, par exemple, je trouve que il faudrait qu'on remette en question ce type de choses. Là, moi, j'ai en tête l'exemple du PET opaque qui était présenté comme une innovation, mais qui a été mis sur le marché sans qu'il y ait de solution de recyclage convenable à la fin, donc laissant à la charge des opérateurs, collectivités locales et recycleurs de trouver une solution. Alors, Citeo est arrivé un peu tard sur cette question, en mettant plusieurs dizaines de millions, me semble-t-il, sur la table. Mais voilà, enfin, moi,
bon, je questionne le timing là-dessus, et je questionne aussi la pertinence, en fait, parce que aujourd'hui, est-ce qu'il ne serait pas plus raisonnable de se limiter à un certain nombre de résines plastiques, puisque bon, le problème est quand même beaucoup sur le plastique, est-ce qu'il ne serait pas plus raisonnable de se limiter à des résines plastiques qu'on sait à peu près recycler, même si, encore une fois, ce n'est pas à l'infini, etc., plutôt que de dépenser encore tout cet argent qui pourrait être utilisé peut-être pour financer des actions favorables au réemploi, par exemple. Alors, Elisa, ça je peux nous juste permet… rebondir en une Alors, seconde, j'ai le droit? Non, non, parce que je vais poser une question. Vous allez y rebondir grâce à ma question. Chouette. Ça rejoint les questions justement des internautes auditeurs. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité d'uniformiser les emballages au niveau européen pour faciliter les recyclages? Alors, uniformiser, là, on va, pour le coup, si c'est du recyclage, c'est les matériaux. Donc, je vais les prendre un par un. Hein. On va dire que le verre, je ne vais pas dire que ce n'est pas un sujet, mais on arrive aujourd'hui à collecter, recycler 86% du verre. Donc là, je parle en France. Le carton, c'est de la cellulose, c'est de la fibre, et donc ça se recycle très bien. L'acier l'acier également. L'aluminium, on a un sujet pour arriver à capter l'aluminium, mais c'est très important de recycler l'aluminium parce que le vierge, ça a quand même un impact environnemental qui est pas bon. Mais en tout cas, l'alu recyclé, c'est vraiment, ça fonctionne bien. Et après, il y a les plastiques. Alors, c'est peut-être le sujet qui est le plus compliqué. Donc, et c'est le sujet qu'aborde Laure, c'est finalement, il y a différentes résines plastiques qui vont du PET, celui de la bouteille, jusqu'au PVC. Et du coup, il y a quelques résines pour lesquelles les process de recyclage et les débouchés fonctionnent parfaitement. En gros, c'est 50% des plastiques. Et après, de l'autre côté, vous avez 25% pour lesquels c'est en construction et 25% pour lesquels des travaux d'éco-conception. Éco-conception, ça veut dire les rendre recyclables, en gros, hein, parce que parfois, ce sont des emballages complexes. Vous pouvez avoir un peu d'aluminium, un peu de plastique. Donc, ça a des propriétés barrières fantastiques. C'est hyper léger, mais en fait, c'est plus compliqué à recycler. Et du coup, l'idée là, c'est effectivement de se donner un temps, parce qu'il y a un temps. Hein, parce que si on avait fait cette discussion-là en 1970 sur le verre, on se dit, ah ben non, ça ne marche pas. En fait, ça marche. Les nouvelles technologies de recyclage arrivent. Et après, si on n'a pas de solution dans les 5 ans qui viennent sur des résines, effectivement, on peut se dire, bah, celle-là, celle-là, on pourra, il faut lui substituer autre chose. Et je pense que c'est ça l'enjeu. Il reste encore une partie. Mais néanmoins, la recherche, l'innovation, la technologie est présente de la même façon qu'elle a été présente sur les autres matériaux. Donc, on peut aussi se dire qu'on va pouvoir arriver, peut-être mis à part quelques-unes, comme le PVC par exemple. Le PVC, il y a du chlore dedans et à recycler, c'est très compliqué. Mais sur les autres, effectivement, il y a des solutions qui se dessinent. Après, on verra si elles se confirment ou pas, comme celle du PET opaque. Vous avez raison. Alors, il y a quand même la continue. moitié. Si je reformule, je peux juste faire un petit complément? Si je reformule, il y a quand même la moitié des emballages plastiques qui aujourd'hui ne sont pas recyclables en France. Donc, la moitié des emballages plastiques qui sont mis sur le marché ne sont pas recyclables. Et pour ceux qui ne sont pas recyclables, pour certains, ça fait quand même des années qu'il y a des essais, des tests, des recherches, etc. Donc, moi, je ne serais pas si optimiste sur les progrès de la technologie. Et je crois qu'on ne peut pas trop faire la comparaison avec le verre, parce que le verre, c'était quand même plutôt une problématique de collecte plutôt qu'une problématique de technologie de recyclage. Donc, voilà. Pas au début. Après, sur les plastiques, c'est 75% des plastiques sont recyclables. Après, il y en a qui n'ont pas de débouche, 25% qui n'ont pas de débouché, et il reste 25% qui ne sont pas aujourd'hui recyclables. Ça, c'est pour être exact sur les termes. Et on ne peut pas interdire, excusez-moi, on ne peut pas interdire les plastiques qui ne sont pas recyclables? On peut, en fait, ce qu'on fait nous, alors je peux vous dire ce que nous on fait, c'est que on a un tarif qui est éco-modulé, c'est-à-dire que si vous mettez un emballage dans un plastique qui est très recyclable, vous payez beaucoup moins cher que si vous mettez votre produit dans un emballage dont le plastique n'est pas encore recyclable. Et donc du coup, ça s'appelle l'éco-modulation. Qui permet d'inciter les entreprises à aller vers des emballages de plus en plus recyclables. Après, il faut que la technologie évolue. Je veux dire, si je prends l'exemple du PVC, hein, parce que c'est un exemple, on a réussi du coup à éliminer quasiment toutes les bouteilles en PVC, parce qu'en fait, c'est un matériau qui contient du chlore et qui est pas recyclable. Donc en fait, après, les États peuvent toujours décider d'interdire un matériau,
que ce soit les États français ou les États européens. Mais jusqu'à aujourd'hui, comme finalement on a toujours trouvé des solutions, il n'y a pas eu de processus d'interdiction qui ait lieu. Alors, du coup, on vient de parler des écomodulations. Peut-être que ça peut être intéressant d'aborder cette question parce que ça risque de revenir peut-être aussi dans les questions du public. Aujourd'hui, quand même, le constat, c'est que ces écomodulations, elles ne sont pas suffisamment efficaces, visiblement, elles ne sont pas dissuasives. Soit parce qu'elles ne sont pas… dans le cas du POT-OPAC, par exemple, l'écomodulation n'avait pas été… ne serait-ce que décidé, appliqué par l'éco-organisme, par Citeo, qui à l'époque s'appelait éco-emballage. Et pour d'autres types de résines, l'incitation n'est visiblement pas suffisante puisque ça ne décourage pas les metteurs sur le marché, les producteurs, les fabricants de choisir ces matériaux. Alors voilà, là on touche quand même à un problème, à un dysfonctionnement majeur de mon point de vue. Mais les choisissent pas par plaisir. De responsabilité élargie du producteur. Quand vous allez voir des entreprises, parce qu'en fait là on parle des entreprises, je veux dire quand vous allez voir des PME qui font des produits de charcuterie, des produits apertisés, etc. Enfin, je veux dire, il y a un moment où la technologie et le fait qu'ils emballent effectivement dans des plastiques qui ne sont pas encore recyclables, c'est pas que ça les… je veux dire, c'est pas une sorte de choix en disant tiens, on va mettre ça dans un plastique non recyclable. C'est que en l'état, et c'est pour ça que je dis tout ça est un process qui s'échelonne dans le temps. En l'état, ça peut arriver effectivement que des produits soient emballés dans des plastiques pas encore recyclables. Mais je le dis, les solutions, comme pour les autres plastiques, comme pour les autres matériaux, elles évoluent dans le temps et elles avancent. Alors moi, je veux pas dire que tout est merveilleux dans le meilleur des mondes, mais en tout cas, tout avance dans ce domaine-là. On le sait et tout a avancé. Et je veux dire, nous, on est la France. Il n'y a pas que la France. Il y a les autres pays européens qui ont les mêmes stratégies de développement de nouvelles technologies de recyclage qui peuvent nous permettre de dire, mais on est quand même capable au XXIe siècle de s'occuper de ces emballages-là. Voilà. Après, il n'y a pas eu Elisa, effectivement, il n'y a pas d'État à ce stade qui a choisi d'interdire des résines. Il y a des États, et même la France, parfois, a choisi d'interdire des objets ou par exemple, les pailles, les touillettes, les couverts en plastique, un certain nombre de choses, effectivement, qui ont été interdites. Alors, reprenons les questions un peu des internautes. Et alors, beaucoup de questions sur pourquoi nous trouvons toujours des produits recyclables dans les incinérateurs. D'autres internautes, le recyclage hésite depuis 25 ans. Et pourquoi les habitants n'y arrivent toujours pas? On n'est pas bon, visiblement. Je réponds. On n'est pas bon. On a une petite tendance, alors je ne sais pas si c'est notre pays à dire toujours qu'on n'est pas bon. Le geste de tri, on va dire que 90% aujourd'hui des Français font le geste de tri. Mais alors ceux qui le font tous les jours et quel que soit l'endroit où ils se trouvent, c'est 1 sur 2. Donc voilà, si on veut avoir un chiffre sur le geste de tri en France, il est rentré dans les mœurs quand même. C'est-à-dire que c'est pareil, il faut regarder tout ça dans son évolution. C'est-à-dire qu'il existe et il est rentré, les gens se posent les questions, la conscience sur ce sujet a vraiment fortement progressé. Après, on a encore besoin de plusieurs choses. Un, simplifier, donc processus de simplification et d'harmonisation des couleurs de bac. Deuxièmement, dans les villes, d'équiper, parce qu'en fait, on est sous-équipé, notamment dans les villes, parce qu'on voit qu'on souffre de manque d'équipement pour collecter. Et troisièmement, inciter. Bon, alors là, il y a des systèmes qui peuvent être la consigne ou simplement un autre système qui s'appelle la tarification incitative qui incite fortement les gens à trier et à faire baisser leurs ordures ménagères. Donc, c'est des choses qui existent aujourd'hui. Donc, oui, on a encore du travail à faire sur ce sujet-là. Et puis, il n'y a pas et puis d'une collectivité à une autre, il n'y a pas d'harmonisation, ce qui rend les choses compliquées. Est-ce qu'on met ou pas les plastiques mous dans le bac jaune, etc. Oui, alors il y a deux choses. Il y a la simplification du geste de tri. Et ça, c'est un process qui est en cours en France parce qu'au début, on a mis que les bouteilles et les flacons plastiques
Et maintenant, au fur et à mesure, on demande aux gens de mettre aussi leurs pots de yaourt et leurs barquettes. Et en même temps, il faut moderniser les centres de tri pour qu'ils puissent trier toutes les résines. Donc ça, c'est la simplification qui sera achevée d'ici à 2023. Et après, vous avez raison, c'est l'harmonisation des couleurs de bac, puisque les collectivités sont libres de choisir les couleurs de bac. Et là, il y a aussi un programme d'harmonisation en France qui est en cours pour arriver à ce que tout ça soit plus simple dans la tête des trieurs et donc plus efficace. Alors, une question pour vous, Flore. Si le recyclage est l'alibi du jetable, quid de l'économie circulaire au sens large, comme le définissent les piliers de l'ADEME? Alors, pour moi, c'est l'économie du recyclage qui peut, enfin, l'argument du recyclage qui peut être l'alibi du jetable. Donc, derrière, c'est l'économie du recyclage. L'économie circulaire, justement, est théoriquement plus large dans sa définition initiale, première, puisqu'elle inclut le réemploi, la réutilisation, elle inclut même la réduction à la source comme des priorités. Par contre, force est de constater que l'économie circulaire, elle est souvent réduite au recyclage. C'est-à-dire que quand on voit certains grands groupes communiquer sur leur stratégie économie circulaire, quand vous regardez ce qu'il y a derrière, que vous grattez un petit peu, il n'y a que du recyclage. Donc, Et il y a manque pas il manque l'éco-conception, il manque la réduction des déchets, c'est ce que vous dites. Il manque le réemploi, la réutilisation, la réduction à la source, qui est quand même l'étape fondamentale. Et peut-être que, finalement, alors on a peut-être en tête ce schéma de l'économie circulaire avec les boucles en symétrie. C'est le schéma produit par la Fondation Ellen MacArthur, je crois, qui est souvent repris en tout cas. Donc, ça nous donne cette image un petit peu en papillon symétrique. Je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais alors, cette représentation de l'économie circulaire, alors elle est positive parce que, elle est intéressante parce qu'elle inclut les boucles de réemploi, de réutilisation, mais elle peut avoir un aspect de mon point de vue un petit peu trompeur aussi parce qu'elle met en miroir de manière tout à fait symétrique et donc de manière un peu égale le cycle organique, le cycle biologique et puis le cycle, le cycle du recyclage. Et donc, je trouve que ça entretient un petit peu l'idée que le recyclage, à l'image de ce qui peut se passer sur le cycle organique, pourrait se faire à l'infini, etc. Donc voilà, l'économie circulaire, c'est un concept qui est intéressant, mais qui peut être très vite quand même dévoyé, un petit peu détourné, et c'est ça qui me gêne un petit peu. Alors, 2 questions pour vous, Jean. Vous avez mentionné inciter financièrement les acteurs à réduire à la source les déchets, mais concrètement, comment vous le faites? En fait, quand un producteur met un produit sur le marché avec un emballage, s'il a réussi à réduire son emballage, alors soit en volume, c'est-à-dire donc en poids, en fait, il va payer moins d'emballage et ce qu'il va payer à Citeo pour assurer son recyclage va également baisser. Donc en fait, quand j'ai dit tout à l'heure, une bouteille a perdu 40% de son poids en 10 ans, ça veut dire que l'emballage, finalement, il peut coûter 40% de moins que ce qu'il avait coûté à l'époque. Après, on a un autre sujet qui est plus l'emballage est complexe, plus il nous paye. Donc, c'est là, on a un système de bonus-malus, c'est-à-dire si on fait un emballage un peu trop compliqué, où on a plusieurs, donc avec un bouchon de silicone sur une bouteille en PET, en fait, là, il y a des malus qui s'appliquent. Et à l'inverse, il peut y avoir des bonus. Donc, en fait, et après, j'ai dit tout à l'heure, dans la recyclabilité, en fait, ce qui est le moins cher, c'est le verre. Donc, plus c'est recyclable, moins c'est cher. Et celui qui est le moins recyclable aujourd'hui, qui va être plutôt le PVC, sera le plus cher. Et donc, c'est comme ça qu'on éco-module le barème pour que finalement, au-delà de couvrir le coût de collecte et de tri, qui est un coût qui doit être nécessaire, on incite les entreprises à aller vers encore plus d'éco-conception. Et l'éco-conception, moi je l'ai dit au début, c'est un axe majeur de la stratégie de se Citeo et des passe justement entreprises. cette incitation? Comment vous les incitez? Il y a une incitation financière très concrète. À Je l'ai dit tout à l'heure, l'éco-conception? ça coûte. Oui, parce qu'en fait,
Si vous faites je l'ai dit tout à l'heure, l'éco-conception, ça pourrait être par exemple d'alléger votre emballage, mais vous allez payer moins. Ça peut être de le simplifier, vous allez payer moins. Ça peut être de passer d'un matériau à un autre, vous allez payer moins. Et en fait, c'est comme ça que ça se produit. C'est-à-dire qu'en fait, au-delà de payer le coût de collecte et le tri, vous avez une incitation à la réduction et à la recyclabilité. Alors, encore une fois, ce système d'incitation, il est quand même, de mon point de vue, et pas seulement de mon point de vue d'ailleurs, largement insuffisant. C'est même l'autorité de régulation de la concurrence, il me semble, qui avait fait un audit au moment de la fusion entre éco-emballage et éco-folio, je pense que c'était à cette occasion-là, qui dans son rapport avait noté que le système d'éco-modulation était très largement sous-utilisé, et qu'en fait le montant que ça représentait n'était pas d'importance suffisante pour jouer ce rôle incitatif. Et alors pourquoi ces éco-modulations sont sous-utilisées et pourquoi cet outil est sous-utilisé, à mon avis, c'est quand même parce que ça tient à la gouvernance des éco-organismes dans laquelle, comme Jean Ordin l'a rappelé, les adhérents, ce sont les metteurs sur le marché, donc les producteurs, les fabricants, et qui peuvent être, on imagine bien qu'ils puissent être opposés ou en tout cas mettre des freins au développement de ces systèmes d'éco-modulation et éventuellement à d'autres choses sur le plan de la communication. Je ne vois pas pourquoi, c'est eux qui les ont créés. En fait, c'est pas les éco-modulations, ce n'est pas quelque chose qui est venu de l'État, etc. C'est venu des co-emballages et des metteurs en marché qui ont créé ce système. Après, qu'il soit critiquable ou qu'on se dise il faut qu'il aille plus loin, parfait. Mais il a été fait. Il a été monté. Donc, encore une fois, on peut critiquer quelque chose, mais en fait, on le critique parce qu'il existe et parce qu'on a envie de le pousser plus loin. Et ben, parfaitement. Mais en tout cas, il est très intéressant. Et après, sur le sujet, pourquoi ce sont les metteurs en marché, donc les gens qui produisent, les entreprises qui assument cette responsabilité, pour cette raison même, en fait, parce que et moi, je trouve ça vraiment très bon d'avoir demandé aux entreprises d'assumer la responsabilité de la fin de vie de leurs emballages. Et c'est un système de responsabilisation qui leur coûte. Donc, je rappelle, c'est 11 milliards d'euros sur 25 ans, c'est 800 millions d'euros chaque année. Je peux vous dire que pour des entreprises, y compris des PME, ce sont des coûts qui sont des coûts réels et qu'il faut couvrir, c'est leur responsabilité. C'est un système qui a fait des petits partout en Europe. Parce qu'on a finalement quoi de mieux que de dire à quelqu'un qui produit, tu vas assumer l'impact environnemental de ce que tu produis. Il s'est développé en Europe, c'est recommandé par l'OCDE. La France, dans la loi AGEC, est en train de l'étendre à d'autres secteurs, parce que finalement, ça a été créé pour le secteur de l'emballage et du papier. Ça n'existe pas dans d'autres secteurs. Donc, on est en train de dire à d'autres secteurs, quand vous produisez quelque chose, vous allez devoir assumer un coût de réduction, de réemploi, de recyclage de ce que vous faites. Et du coup, on ne peut pas dire que c'est un système, parce qu'effectivement, j'ai entendu ça en disant, mais il y a un conflit d'intérêt. Il n'y a aucun conflit d'intérêt. Les gens portent une responsabilité, ils l'assument, et moi, je trouve que pour le coup, c'est vraiment salutaire, parce que sinon, effectivement, peut-être vous auriez créé une taxe. Je pense qu'il faut quand même distinguer, il faut distinguer deux choses. Il y a le principe de responsabilité des producteurs et le fait que financièrement, les producteurs soient obligés, parce que c'est quand même la loi, soient obligés de prendre en charge une partie de la fin de vie de ce qu'ils mettent sur le marché. Et puis après, il y a la question de comment doit être administré, gouverné, piloté le système. Et donc, je pense qu'on aurait pu faire le choix, et on pourrait toujours le faire dans l'absolu, on peut faire le choix de créer ce principe de responsabilité, qu'on appelle aussi parfois le principe pollueur-payeur, d'une part, mais avec une gouvernance différente, peut-être une gouvernance publique de ces dispositifs. Ce n'est pas la même chose que la responsabilité. Mais bon, en tout cas, vous vous rejoignez sur le fait qu'il faut faire payer les pollueurs et donc les producteurs. Voilà. Après, sur la gouvernance. Je ne suis pas d'accord avec cette façon de voir les choses. C'est faire payer les producteurs, les pollueurs, donc les entreprises, en fait, c'est assumer une responsabilité. Et donc, cette responsabilité, c'est d'avoir des emballages et des papiers recyclables ou réemployables. C'est une responsabilité. Ils l'assument, ils la financent. Voilà, les collectivités ont une responsabilité sur la collecte. Les citoyens ont leur propre responsabilité
de se dessaisir de leurs emballages et de leurs papiers dans des bacs de tri, etc. Jean, Non, mais c'est juste que la notion, moi je trouve que vis-à-vis des entreprises, voilà, qui ont pris cette responsabilité, qui l'ont exercée, qui la financent, qui la font, c'est pas parfait, mais s'il vous plaît, les entreprises font partie de la solution. Elles ne sont pas, parce que souvent on les désigne comme le problème, les pollueurs vont payer, les pollueurs sont les entreprises. Je suis désolé que ce n'est pas exact. Et du coup, c'est vrai que ça me fait réagir. Et les entreprises, elles sont dans la société, elles ne sont pas en dehors de la société, elles sont auprès des citoyens, auprès des consommateurs, elles sont conscientes. À leur tête, il y a des hommes et des femmes qui sont des gens qui sont souvent extrêmement engagés dans ce qu'ils font. Voilà. Et moi, je trouve très noble d'assumer une responsabilité, de l'avoir mise en œuvre. Voilà, il y a des entrepreneurs à l'origine qui ont mis ça en œuvre. Et du coup, c'est vrai que ça me fait réagir toujours quand on dit, mais finalement, les entreprises, voilà, c'est les pollueurs et c'est ceux qui doivent payer. Elles sont partie prenante. Et c'est important, franchement, c'est important de les considérer comme étant des acteurs et des gens qui peuvent aussi être totalement engagés. Et Citeo en est la preuve, parce que finalement, Citeo, c'est la constitution d'une entreprise par les entreprises engagées dans ce domaine-là. Alors, il y a encore beaucoup de questions, donc je vais quand même les poser. Flore, quelle est votre position sur le bioplastique? Et une deuxième question, comme ça vous répondrez aux deux en même temps, qui ont sur le bio a énormément de plastique autour du bio. Est-ce qu'on ne pourrait pas conditionner le label bio au fait d'utiliser le plastique ou pas? Donc, intégrer les questions environnementales aussi sur ce sujet-là dans le bio. Oui, alors je rajoute juste un petit élément sur la discussion précédente, juste pour dire que malheureusement, les entreprises n'ont pas spécialement anticipé cette responsabilité, elles ne l'ont pas prise volontairement. Elles y ont été contraintes par la loi. Bon, on ne va pas refaire l'histoire non, mais parce que parfois la présentation la création de répondez filières REP peut parfois prêter à confusion. Bref, donc sur le bioplastique, pour moi, finalement, enfin, on pourrait carrément écrire le même livre un peu sur cette question. C'est-à-dire que le bioplastique peut servir d'écran de fumée aussi pour et devenir l'alibi du jetable. En tout cas, c'est un peu la nouvelle carte qui est sortie pour dire c'est jetable, mais c'est pas grave parce que c'est biosourcé ou parce que c'est biodégradable ou compostable. Alors voilà, plusieurs problèmes à ça. C'est comme pour le recyclage, est-ce que ça l'est réellement, biodégradable, compostable, parce que voilà, en tout cas les retours de terrain qu'on peut avoir sont parfois un peu négatifs de ce point de vue-là. Et puis encore une fois, c'est une consommation de ressources qu'on aurait pu éviter si on substituait par une alternative réutilisable qui ne soit pas jetable. Donc c'est un petit peu le même, en tout cas j'aurais un peu le même type de raisonnement que pour le jetable, pour lequel on utilise beaucoup l'argument du recyclage. Alors une question, oui, donc le bio. Et sur le bio, c'est vrai que c'est quelque chose qui il y a d'autres questions sur aussi le vrac. Comment on fait quand on n'a pas les moyens d'acheter en vrac? Parce qu'aujourd'hui, c'est plus cher. Alors, donc, sur la première question, sur le bio, pourquoi il y a plus de plastique sur le bio? Alors, il y a plus de plastique quand on l'achète en supermarché, éventuellement, pour des questions de différenciation entre produits bio et produits non bio. Bon, ça va peut-être bouger un peu de ce point de vue-là. Après, le mieux, ça reste peut-être de retourner au marché, éventuellement pour ces fruits et légumes, et comme ça, on évite aussi l'emballage plastique qui peut aller avec. Et sur la deuxième question, qui est celle du vrac et de l'accessibilité des produits vrac d'un point de vue financier, alors il n'est pas forcément plus cher, le vrac. Ça dépend des produits et ça dépend de ce qu'on compare, en fait, parce qu'effectivement, si on compare des pâtes emballées non bio à des pâtes en vrac,
mais qui se trouve être bio parce que le vrac, il est quand même souvent accessible dans des surfaces de vente dédiées au bio, du coup, on ne va pas comparer exactement le même produit. Donc, c'est pour ça que cette question, elle est quand même pas évidente. Ce qui est sûr, par contre, c'est que, en tout cas, dans ce que j'ai pu observer chez Zero Waste France et les retours de terrain qu'on pouvait avoir, il y a vraiment toute catégorie sociale qui peuvent adopter ce mode de consommation. Il n'y a pas encore des sous magasins réserve, partout. voilà, sous réserve que l'offre soit disponible sans que ce soit le parcours du combattant. Parce que l'objectif, c'est quand même que ce ne soit pas le parcours du combattant, sinon ça ne se généralisera jamais. Alors, Jean Ornin, question pour vous. Le barème des écomodulations est-il public? Enfin, je ne sais pas s'il est public, il est connu, oui, bien sûr. Oui. Oui, Okay. nous, on le présente à l'État, parce qu'en fait, tout ça est validé. J'ai oublié de dire qu'il y avait un cahier des charges. Tout ça est validé par l'État chaque année. Alors, autre question sur le traitement des déchets à l'étranger. Quelle est la part des déchets qu'on envoie à l'étranger et qui pourrait, voilà. Alors, je vais parler des emballages ménagers et des papiers, qui est mon secteur. Sur les emballages ménagers, 85% de ce que vous mettez dans le bac de tri est recyclé en France. 14% est recyclé en Europe. Alors, c'est principalement en Allemagne et en Espagne où certaines résines comme le polystyrène sont recyclées. Et après, il reste 1% qui est recyclé en dehors de l'Europe. Voilà. Donc, c'est une activité très franco-française, voire un peu européenne. Bon, alors, c'est de l'emballage ménager. Il y a d'autres secteurs où, effectivement, il y a on va dire, du grand export. Mais l'emballage, bon, et c'est normal, ça ne peut pas circuler beaucoup. Il faut que ce soit recyclé en France et on a réussi à développer des filières de recyclage. Alors, nous avons énormément de questions sur le recyclage du textile, mais qui n'est pas dans votre périmètre, mais tellement de questions qu'on se dit qu'on pourrait presque faire une conférence sur le recyclage du textile Une bonne aussi. idée, ouais. Voilà. Ouais. Et puis, nous avons aussi des questions sur le compostage, qui n'est pas du recyclage, mais qui est quand même un atout pour l'économie circulaire. Aujourd'hui, voilà, est-ce que les communes développent une promotion du compostage? Pour vous, Flore, Oui. peut-être. Oui, et puis il faut rappeler que ça va le tri des biodéchets, le fait donc de séparer les déchets organiques, les restes alimentaires du reste de la poubelle, va être généralisé d'ici 2023, ou en tout cas c'est l'objectif de la loi, c'est ce que la loi fixe, la loi française et la loi européenne. Donc ça va être une nouvelle petite révolution en fait finalement dans les foyers français, parce que alors ensuite une fois que ce tri est fait à l'échelle des ménages, ça peut prendre différentes formes suivant les choix que fera la collectivité locale, de faire une collecte en porte-à-porte ou de développer des dispositifs de compostage de quartier, de compostage de proximité, etc. Mais en tout cas, oui, c'est un geste essentiel, parce que ça représente environ un tiers de notre poubelle, et c'est un tiers de déchets qui en plus ont une valeur environnementale, donc il faut pouvoir leur assurer un retour au sol. Alors, Flore Berlingen, Jean Ornin, je veux vraiment vous remercier pour la qualité des débats. C'était passionnant, extrêmement intéressant. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette conférence. Si vous voulez acheter le livre de Flore, je le mets à l'endroit comme ça. Vous pouvez l'acheter sur le site de la rue de l'Échiquier ou évidemment dans votre librairie de proximité. Si vous voulez retrouver l'actualité de Citeo, tout est sur votre site aussi, et beaucoup d'explications sur le site de Citeo, sur tous vos domaines d'intervention. Et enfin, si vous voulez suivre les événements des canaux, bien sûr, sur lescanaux.com. Alors, la prochaine conférence sera sur le 29 octobre prochain, et le titre en est « Impact social et environnemental des entreprises, pourquoi choisir ?» Merci, au revoir à tous et à très vite. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.